Ouais, bonjour Alexis. Salut Damien. Bon, c'est pas la première vidéo qu'on fait ensemble, puisqu'on a fait d'autres sur l'alignement, marketing, sales, et puis sur des sujets plus marketing. Mais aujourd'hui, on va parler de la compréhension du langage naturel, forcément en lien avec l'intelligence artificielle, et plus particulièrement dans les contextes de digitalisation de la relation client. C'est moi qui vais te donner un petit peu la question durant cette interview. Et puis pour commencer, peut-être que tu peux te présenter rapidement. Ouais, alors je suis Alexis Zaro, donc je suis en charge du marketing chez Inventa. Inventa, on est un acteur du traitement automatique du langage naturel, qui est une partie de l'IA, mais on en reparlera. Et on accompagne nos clients qui sont plutôt des grands comptes à automatiser une partie de leur relation client, donc en s'appuyant sur une techno qu'on a développée depuis 2005. Parfait. Donc c'est bien en lien avec le sujet. Exactement. Si nous, en tant qu'humains, ça nous paraît une évidence, hein, le fait de se comprendre, de se parler, que ce soit l'écrit ou que ce soit l'oral, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que pour les machines, cette compréhension du langage naturel, c'est un vrai défi? C'est vrai que ça peut paraître un peu perturbant au premier abord, puisque oui, comme tu le dis, en effet, le langage naturel, le langage humain, c'est vraiment notre façon de nous exprimer et d'interagir avec nos pairs au quotidien, et ça depuis notre naissance presque, hein, en tout cas peu après notre naissance. Mais c'est en effet pas aussi facile que ça à interpréter pour une machine, pour une raison qui est assez simple, hein, c'est que les machines, elles sont conçues pour interpréter des langages qui sont plutôt des langages formels, c'est-à-dire qui sont régis par un ensemble de règles qui sont strictes et qui bougent pas, n'évoluent pas avec le temps. Langage humain, on dit que c'est plutôt un langage informel, parce qu'il y a une dimension sémantique qui va rentrer dans la façon dont on interagit, puisque du coup, on va avoir, par exemple, des mêmes formulations qui vont pouvoir avoir plusieurs sens, et au contraire, une même idée qui va pouvoir être exprimée dans une infinité de variations. Et ça, c'est très difficile en fait à interpréter pour une machine qui, encore une fois, a été conçue pour interpréter des instructions qui sont qui sont comment dire codifiées par un ensemble de règles qui ne bougent jamais. Et donc c'est là en fait que le traitement automatique des langues, qui a un peu pour objectif de schématiser les fonctionnements du langage naturel, rentre un peu en ligne de compte et va être en fait en charge de transformer du verbatim, donc du langage humain finalement en un langage qui est compréhensible et interprétable par les machines. Ok, très clair. Et justement, si on fait le lien, donc pour nous, c'est une évidence en tant qu'humain, cet échange. Et qu'est-ce qui fait que cet enjeu de compréhension du langage naturel pour les machines et dans le cadre de la digitalisation de la relation client, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour l'expérience client? Si on repart du constat que le langage naturel, c'est le mode de communication qui est le plus inné pour l'humain, on comprend aisément que c'est un mode d'interaction qui est privilégié de façon quasi systématique par les consommateurs, hein, pour rentrer en contact avec des marques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit souvent, hein, des comportements un peu frénétiques sur une page de contact pour arriver à trouver le petit bouton live chat, le déclencher, ou en tout cas réussir à tomber sur un numéro de téléphone qui nous permette de parler à un humain, parce qu'en fait c'est vraiment notre réflexe le plus naturel que de trouver un moyen de converser en langage naturel avec une marque. Mais pour autant, du coup, ça se frotte un peu à des impératifs économiques qu'ont les entreprises, puisque on ne peut pas étendre infiniment la capacité à répondre par le biais d'un service client humain à des sollicitations qui sont toujours plus nombreuses de la part de consommateurs qui sont vraiment en demande croissante de ce type d'interaction. Et c'est là en fait que les technos de NLP et puis toute la galaxie finalement des solutions qui en découlent, hein, que ce soit des chatbots, des FAQ dynamiques ou même des modes de recherche un petit peu avancés, rentrent en jeu, puisqu'elles vont permettre de ouvrir au maximum ou lever les freins au maximum de l'entrée les points de contact de l'entreprise en utilisant du coup cette modalité de langage qui est finalement la chose qu'attendent les consommateurs. Ouais. Et, et justement, si on remonte un peu dans l'histoire et au début des enjeux de digitalisation, je me souviens moi personnellement très bien d'expériences qui n'étaient pas forcément très positives à mes tout débuts sur le sujet, mais c'est aussi, globalement, il y a eu un peu un déficit au début de ces enjeux de digitalisation de cette capacité à comprendre le langage naturel par les machines.
Et comment est-ce que pour toi, ces éléments au départ ont peut-être impacté le marché de l'automatisation de la relation client, ont peut-être freiné un peu le développement au début, et ont aussi peut-être impacté la perception qu'ont eu les utilisateurs, qui peut perdurer des fois, parfois jusqu'à maintenant, dans cette vision d'interaction homme-machine. Ouais, bah, on fait là appel à des technologies qui sont assez anciennes, hein, puisque du coup, le développement de ces algos de traitement du langage naturel, ça date des années 60-70. Pour autant, il y a une espèce de prise de conscience collective au milieu des années 2010, avec notamment, je pense, une croisée de certains usages et la montée en puissance des applications de messaging et comment dire, l'ouverture de certaines plateformes type réseaux sociaux aux marques. Et en fait, il y a eu une espèce de convergence où finalement on a fondé des attentes qui étaient peut-être un peu excessives sur ces technologies-là, en imaginant qu'on allait pouvoir automatiser 90-95% des interactions dans comment dire, des modalités qui seraient finalement très similaires à ce qu'on rencontre avec les humains. Et donc en fait, on a construit cette espèce d'attente qui était complètement démesurée par rapport à ce que la technologie était réellement capable de proposer. Et donc ça a donné beaucoup d'expériences déceptives où finalement on s'est heurté à la conversation avec le chatbot qui ne comprend pas ce qu'on veut lui dire alors que pourtant ça nous paraît des choses qui sont éminemment Ouais. simples. Et c'est très paradoxal parce qu'en fait autant l'interaction en langage naturel est finalement un canal qui facilite la prise de contact entre le consommateur et la marque, autant le hic technologique qui fait que l'IA ne comprend pas ce qu'on essaye de lui dire, et bien en fait est un irritant extrêmement fort pour l'internaute ou pour le consommateur, parce que du coup ça démultiplie en fait la frustration et ça rend finalement le dispositif, la machine et à travers elle la marque presque idiote quoi. Donc ça a été finalement une espèce de vague comme ça où les attentes ont été très fortes et le décalage, l'adéquation en fait avec les capacités de la technologie a été assez important. Mais là on constate quand même que depuis allez, 1 ou 2 ans, les attentes sont un peu retombées, hein, la vague de hype finalement est un peu retombée et on retrouve finalement presque une bonne adéquation entre les attentes des consommateurs, ce que peut proposer la technologie, et surtout la prise de conscience qu'une machine n'aura jamais la prétention de remplacer un humain à 100% sur tous les cas d'usage. Et c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire pour toi que si on prend l'état maintenant, là on a fait un petit peu cette idée d'historique, si on prend l'état actuel fin 2021, est-ce il faut réussir à dire, OK, il y a un périmètre dans lequel cette technologie de compréhension du langage naturel apporte des vrais fruits, il faut la limiter dans cet espace? Est-ce qu'il y a en effet une sorte de zone de confort dans laquelle on dit voilà, cette technologie et cette approche-là est efficace, et par contre, sur cet ensemble d'autres cas d'usage, c'est pas forcément adapté, ou en tout cas, il y a des gros risques que ce soit déceptif. Donc, une idée de contrôler un petit peu cette zone d'utilisation. Ouais, aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est très clair, hein. Le vrai potentiel d'une techno d'IA ou de NLP, c'est sa capacité à traiter de manière massive des questions, des interactions qui sont simples et récurrentes. Ça, c'est le périmètre de base, et c'est vraiment sa valeur ajoutée, puisqu'en fait, elle a cette capacité à se prémunir en fait de tout le côté répétitif de ces tâches-là, c'est-à-dire que peu importe le nombre d'interactions en entrée, finalement, elle aura la capacité à répondre immédiatement, automatiquement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est ce qui en fait finalement un complément qui est excellent pour les services clients humains, qui eux, du coup, ont des qualités qui sont très complémentaires, puisque on sera moins en capacité de répondre massivement, mais par contre, on saura répondre sur plus de sujets de manière plus fine, avec une empathie que n'auront jamais les machines. Donc, cette idée de complémentarité robot-humain, finalement, c'est pas seulement une belle idée, hein, c'est vraiment aujourd'hui le cas d'usage dans lequel on voit le plus de succès. C'est les organisations qui ont su finalement combiner les deux de manière euh, euh, logique et concentrer chaque pan finalement de la relation client sur les scénarios sur lesquels il est le plus à l'aise.
Ce qui veut dire que côté entreprise, quand on se lance dans des démarches un peu de ce type-là, il y a une vraie réflexion à avoir sur où est-ce que je vais, en quelque sorte, limiter et définir l'intervention de mes outils de compréhension de langage naturel et d'interaction automatisée, et où est-ce que je vais faire cette escalade vers l'humain, et qu'il y a cette vraie réflexion amont qui est vraiment importante pour faire en sorte que ça apporte des bénéfices. Ouais, absolument. Et surtout pas tomber dans ce piège qui est de empêcher à tout prix l'accès aux canaux Oui. humains pour des raisons purement de coût. Parce qu'en fait, encore une fois, ça dégrade fortement la relation avec des consommateurs, avec des clients. Et ça crée justement énormément de frustration quand on n'est pas capable d'accéder à ces canaux-là. Donc en fait, cette architecture finalement qui rend les choses très naturelles, encore une fois, hein, la machine, elle sait apporter des choses que l'humain ne sait pas apporter, c'est-à-dire des réponses qui sont vraiment instantanées, sans temps d'attente, sur des questions qui sont simples. Et la plupart du temps, quand je contacte un site e-commerce ou mon assurance, j'ai pas besoin d'avoir une réponse très élaborée, je la veux juste tout de suite. Mais pour autant, les 1, 2, 3 fois dans l'année où j'ai besoin de parler à un humain, ben, j'attends qu'on me donne cette possibilité-là. Ce qui fait que si je me pose là d'un point de vue utilisateur, il y a un peu cette différents cas d'usage où moi en tant qu'utilisateur, en fait j'attends une réponse très rapide, qui est très simple, une information très factuelle, précise. Et donc dans ce cas-là, en fait, le fait que c'est automatisé, moi tout ce que je veux c'est qu'on me réponde rapidement. Et que par contre, des fois, je vais avoir des cas plus complexes. J'en ai quelques-uns en tête là parce que voilà, je suis en échange avec ma banque par exemple, sur des cas beaucoup plus complexes où là on se dit en fait je sais qu'une machine ne pourra pas me répondre et en fait j'ai besoin d'avoir vraiment un échange, un système de questions-réponses que je vais pouvoir avoir et que je vais pouvoir détailler. Donc là vraiment des cas d'usage, en tout cas côté utilisateur, je me projette bien dans cet aspect-là. Et si on essaie maintenant de comprendre un petit peu sur le comment ça fonctionne, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différentes étapes, les différents mécanismes successifs pour être capable pour une machine de transformer un peu cette matière brute qu'elle va recevoir, que ce soit orale, que ce soit textuelle, et le fait d'en comprendre le sens en fait pour y apporter une réponse. Ouais, alors je vais te donner une réponse qui est un petit peu schématique parce qu'après on peut vite rentrer dans des considérations techniques qui sont un peu pointues, hein. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grandes étapes quand on reçoit un verbatim en entrée. Donc la façon, voilà, soit l'extrait audio, soit directement le texte, si jamais on est dans une interface qui est conversationnelle au niveau texte. Il y a d'abord une phase qu'on appelle une phase de pré-processing. Encore une fois, le langage humain, le langage informel, c'est une matière qui est totalement incompréhensible par la machine dans sa forme brute. Donc on va avoir tout un tas de processus qui vont avoir vocation à nettoyer en fait cette matière-là pour réduire tout le bruit, toutes les informations qui ne concourent pas à en extraire le sens. Et donc on va avoir voilà, tout un tas d'étapes où on va normaliser les mots, c'est-à-dire on va les utiliser dans leur forme qu'on appelle canonique, c'est-à-dire leur forme la plus simple, ce serait un infinitif par exemple pour un verbe. On va résoudre les ambiguïtés, on va commencer à corriger les fautes d'orthographe si jamais il y a des choses qui sont voilà, qui sont pas bien orthographiées justement. Donc toute cette phase-là, en fait, elle a pour objectif de présenter à la machine l'extrait de langage le plus propre possible. C'est des choses ça se passe c'est des millièmes, des centièmes de seconde, hein, donc évidemment c'est invisible pour l'utilisateur. Puis après on a la phase de processing à proprement parler, donc c'est-à-dire que là on va vraiment commencer à y faire une analyse sémantique, donc on va décortiquer un petit peu l'extrait, commencer à identifier quelles sont ces composantes qui portent du sens, et puis établir des scores de similarité avec des contenus qui seront issus d'une base de connaissances. La base de connaissances, c'est un petit peu l'endroit où on stocke le savoir d'une IA. Et commencer à essayer de rapprocher le verbatim de ces savoirs-là et de commencer à faire ce qu'on appelle la phase de matching, c'est-à-dire identifier quel est le contenu qui répond le mieux à la question qui a été posée.
Euh, et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, du coup, on remonte à l'utilisateur la réponse. Alors dans des modalités qui sont un petit peu différentes selon le dispositif dans lequel on se trouve, hein. Si on est sur un chatbot, ça va être une succession de petites bulles de conversation. Si jamais on est dans le cas d'une FAQ dynamique, par exemple, on va remonter un contenu qui sera plutôt quelque chose de beaucoup plus éditorial, avec plus de développement. Et puis si on est à l'oral, ça va être l'enclenchement de la phase où on va commencer à vocaliser finalement le contenu qui est issu de la base de connaissances. D'accord. Et si et par rapport à ça, là, on est un peu sur un mécanisme tel que moi je l'imagine, hein, un peu d'entonnoir en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une question, enfin, à modéliser toutes les questions que les utilisateurs peuvent poser et à mettre en face les réponses. On est vraiment dans cette idée d'entonnoir, d'essayer de faire ce matching et cette sémantique. Et, et par rapport à ça, on entend souvent parler de deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle déterministe et l'intelligence artificielle probabiliste. Tu me corriges hein, si je me trompe, mais principalement ces deux-là. Et est-ce que pour toi, dans la mise en œuvre des mécanismes de compréhension du langage naturel, ça apporte des vraies différences en quelque sorte dans ces étapes que tu as pu lister et aussi dans l'implémentation en quelque sorte de ces intelligences artificielles? Alors, ces étapes de traitement en tant que telles, il n'y a pas nécessairement beaucoup de différence entre ces deux approches. C'est plutôt dans la façon dont l'IA va bâtir son raisonnement, en fait, si on peut appeler ça raisonnement. Les approches probabilistes, c'est des choses qu'on connaît parce que c'est tous les concepts de machine learning, deep learning, etc. Ça appartient finalement à cette approche probabiliste. Ça va être une approche qui va être plutôt statistique. C'est-à-dire que pour schématiser un petit peu, ces types d'intelligence artificielle, elles construisent leur raisonnement sur la base de l'analyse d'énormes quantités de données. Euh, donc en fait, on va faire ingérer à la machine des quantités de données astronomiques sur laquelle qu'elle va commencer à analyser d'une manière un petit peu, des fois, boîte noire, hein, parce que du coup, y a des choses qui vont se passer à l'intérieur qu'on n'est pas forcément capable d'expliquer ou de maîtriser, mais en tout cas, la machine elle a cette capacité à faire des rapprochements, à constater des corrélations entre différents types de données, et à commencer à construire en fait des règles de raisonnement qu'on va devoir valider en partie humainement dans ce qu'on appelle une phase d'entraînement. Donc c'est pas des technologies qui sont magiques, hein, c'est vraiment la technologie fait des hypothèses, l'IA fait des hypothèses qu'on va valider humainement en disant ça oui ou non. Et on va affiner finalement la construction de ces raisonnements au fil du temps avec le fait qu'on injecte de plus en plus de données et qu'on entraîne de plus en plus la machine. C'est des approches qui sont assez efficaces dans certains domaines, notamment la reconnaissance d'images par exemple. Mais du coup, dans le domaine du NLP, présente finalement quelques inconvénients, même si c'est des approches qui peuvent fonctionner très bien, mais qui sont assez coûteuses à déployer parce qu'en fait, les phases d'entraînement sont assez longues. Et elles présentent toujours ce risque que la machine ne raisonne pas de la manière dont l'humain l'a imaginé. Et de l'autre côté du spectre, on retrouve les approches qui sont déterministes. Donc là, la principale différence, c'est qu'en fait, l'IA va construire son raisonnement sur la base d'un ensemble de règles qui ont été préétablies, qui ont été dictées par l'humain. Si on essaye de faire un parallèle, c'est un petit peu la façon dont on enseigne le savoir à l'école, finalement. Aujourd'hui, on va inculquer aux élèves un ensemble de règles qui sont acceptées universellement, hein, que ce soit différentes matières, que ce soit des règles de grammaire, des règles mathématiques, etc. On fournit ce savoir-là aux étudiants, aux élèves, et c'est sur la base de cet ensemble de règles qu'ils vont appuyer leur raisonnement. Et ben, c'est un petit peu pareil pour l'IA, là, c'est-à-dire que au lieu de la laisser construire ses propres raisonnements, on va lui donner un cadre dans lequel elle va finalement évoluer. Et c'est là-dessus qu'elle va bâtir finalement son analyse. Ça présente aussi évidemment des inconvénients et des avantages. Les inconvénients, c'est qu'en effet, la conception, elle est un petit peu plus lourde, puisque du coup, elle demande humainement finalement de construire tout cet ensemble de règles. Donc là, on peut presque dire que finalement, elle est moins scalable, ou en tout cas moins rapidement, puisque du coup, c'est fonction finalement de ce que va être capable de faire le programmeur humain. Mais néanmoins, elle offre des avantages qui sont non négligeables pour certains cas d'usage. C'est que, on maîtrise le comportement de la machine. Donc en fait, elle finalement, dès son entrée en fonction,
dès sa mise en production, elle est capable de fournir des réponses qui sont assez fiables. Et en plus de ça, le pendant de ça, c'est qu'on connaît à l'avance son comportement. Et il y a des secteurs d'activité pour lesquels c'est extrêmement important. Quand on est en plus dans de la relation avec des clients, des consommateurs, c'est évidemment inenvisageable pour certaines entreprises, notamment qui ont travaillé dans le milieu de la santé ou même la finance, hein, de donner des informations erronées, parce que du coup, ça peut porter à des conséquences bien réelles pour les interlocuteurs. Et ce qui veut dire que par rapport à la... Là, je me mets dans la réflexion autour des projets de mise en place de ce type d'outils. On est vraiment... Tu parlais des délais, mais y compris en termes d'équipe, en quelque sorte, des deux côtés, on n'est pas du tout dans les mêmes approches si on travaille sur une IA qui va être déterministe ou qui va être probabiliste, parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes schémas de mise en œuvre côté projet, de ce que je comprends. Alors côté projet, oui, il y a des petites différences, et surtout côté conception, on va dire, chez les éditeurs, puisque du coup là on fait pas du tout appel au même mécanisme on va avoir des, comment dire, la conception, toutes les approches déterministes vont finalement faire appel à une conception préalable de cet ensemble de règles que j'évoquais. Qui est assez importante. Donc en fait, on va avoir beaucoup d'équipes d'ingénieurs linguistes qui finalement vont modéliser ces mécanismes du langage et vont les implémenter dans la machine. Et si on prend d'un point de vue projet, en effet, quand on utilise une technologie qui est probabiliste, il va y avoir justement cette phase d'entraînement qui va être assez longue, assez lourde, et qui du coup incombe bien souvent aux équipes de l'entreprise ou de l'organisation qui va utiliser ce produit-là. Là où finalement, sur des technos déterministes, cette phase-là va être moins lourde, moins longue, et on va se concentrer plutôt sur des choses qui sont éditoriales, c'est-à-dire construire la base de connaissances, qui reste encore aujourd'hui un, un aspect du projet qui est souvent initialement un peu Négligé. négligé, voilà, et pas suffisamment considéré, mais qui en fin de compte, hein, quand on confronte cette technologie à la réalité, bah, est un élément qui est éminemment déterminant dans le succès du projet. Puisque du coup, tu peux avoir la meilleure IA du monde qui va comprendre 99% de ce qu'on lui dit. Si elle n'a pas la réponse à fournir, bah, l'expérience sera toujours mauvaise pour l'interlocuteur. Oui, parce que c'est pas l'IA qui fournit la réponse, enfin qui crée la réponse en quelque sorte. La réponse, elle est conçue dans la base de connaissances qui dépend de l'entreprise, théoriquement de chaque entreprise. Et donc ça, on est vraiment sur quelque chose qui va être, qui va être à créer en quelque sorte ou en tout cas à compléter pour chaque projet. Ouais. Et si maintenant on parle un peu des cas d'usage, typiquement on a plutôt l'impression de se dire que on pense au retail, à l'assurance, la banque, hein, comme cas d'usage vraiment typique de l'utilisation un peu de ces outils de compréhension de langage naturel. Est-ce que pour toi ça se restreint très majoritairement à ce type d'usage un peu e-commerce ou alors de support client, ou et principalement du digital, ou est-ce que finalement en fait il y a d'autres cas d'usage auxquels on ne pense pas forcément, qui débordent assez fortement de ces secteurs, mais aussi de ces types d'utilisation, support client et e-commerce. Alors, on repart encore une fois du constat que ce qui est capable le service que sait rendre cette technologie, c'est traiter des interactions qui sont simples et récurrentes. Du coup, en effet, ça va s'adresser prioritairement à des organisations qui reçoivent énormément de sollicitations tous les jours, hein. Donc, c'est pour ça que le cas d'usage typique, c'est le côté service client, support client, qui est, comment dire, une source sans fin de demandes de contact, on va dire. Mais néanmoins, on voit quand même quelques usages un petit peu différents qui commencent à se développer. On a notamment tout le volet avant-vente sur des sites e-commerce, par exemple, hein. C'est une partie du conseil. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de se substituer à un expert humain, mais parfois, on a simplement besoin d'être rassuré sur un ou deux petits éléments de doute avant de faire son choix et de passer commande. Et là, on voit que des chatbots, par exemple, peuvent rendre ce service-là, où ils peuvent même guider finalement le visiteur à travers des rayons d'une offre qui serait parfois pléthorique, et donc remonter finalement des choses de manière instantanée
là où avant on avait besoin des fois de parcourir des rayons voilà, qui étaient un peu sans fin. Donc ça c'est un premier ensemble de cas d'usage qui se développe. Et puis on a aussi tout un volet interne aux organisations qui est en train de se créer aussi, avec notamment en fait, le pendant de ce côté relation client sur la relation collaborateur finalement, avec notamment la possibilité de répondre à des questions de RH ou d'organisation interne, de communication interne, etc. Encore une fois, hein, de manière presque symétrique finalement à ce qu'on constate côté client, puisque du coup là l'enjeu ça va être de permettre à des équipes RH qui des fois sont un peu submergées par des demandes au quotidien dans des organisations qui comptent des centaines, des milliers de collaborateurs, et d'apporter des réponses facilement et instantanément à des salariés qui sont en questionnement. Donc ça c'est en effet aussi des scénarios qu'on voit de plus en plus se développer et qui, je pense, dans les années qui viennent, vont être amenés à être un cas d'usage majeur pour ce type de technologie. Ok, très clair. Et ça me fait penser ce dernier cas parce que ça me parle bien. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec Stéphane Coulot de Web Mécanique sur justement pas l'inbound marketing, mais l'inbound recruiting et comment est-ce qu'on adapte aussi des méthodes côté recrutement et cette idée d'expérience collaborateur, au même titre qu'on parle d'expérience client. On se rend compte que c'est des choses qui prennent de plus en plus d'importance, donc ça me pas exactement sur le même sujet, mais en lien, je trouve que c'est intéressant. Et aussi en type de cas d'usage, je me souviens qu'on a discuté, on pense souvent au côté chatbot qu'on va avoir sur le site, mais en fait, au-delà de ça, ça peut déborder sur des approches de voicebot, potentiellement aussi, je me souviens qu'on avait parlé d'un cas d'usage qui était un robot qui était en agence bancaire et qui pourrait répondre aux questions-réponses. Donc ça déborde, ça ne s'imite pas au site web dans lequel on a la petite pop-up du chatbot, ces usages. Absolument, finalement, le moteur NLP, c'est une clé d'entrée entre le langage humain et la machine. Après, on peut y trouver un ensemble de cas d'usage qui sont hyper diversifiés. Évidemment, le plus simple, hein, c'est l'écrit, puisque du coup, c'est techniquement la façon la plus rapide d'implémenter ce type de technologie. Et du coup, en effet, le fait de pouvoir échanger avec la machine par la voix, ça ouvre des portes qui sont assez nombreuses. Alors ça rajoute une petite complexité technique puisque du coup on a toute cette étape de transcription écrite des enregistrements vocaux qu'on peut avoir, puis après derrière toute la partie vocalisation de la base de connaissances. Donc ça rajoute encore un peu de complexité et des fois de sources d'erreurs ou d'incompréhension. Mais par contre là on rentre vraiment sur le mode d'interaction vraiment qui demande le moins d'effort intellectuel presque pour l'humain, puisque du coup la parole c'est vraiment la façon dont on interagit au quotidien entre humains finalement. Et en fait on se retrouve dans une situation où là c'est vraiment l'illustration parfaite de la machine qui s'adapte à l'humain et non pas l'inverse. Et donc en fait quand il s'agit d'interaction entre un consommateur humain et une marque, finalement, ça représente presque le point d'entrée le plus naturel pour un humain. Et je me souviens qu'on avait déjà discuté de ça, et en plus, sur le côté, dès qu'on est sur de l'approche échange oral, les petites frustrations, comme tu dis, sont souvent encore plus marquées, parce qu'on s'attend dans une discussion, c'est le principal levier d'échange qu'on a, nous, humains, donc on a l'habitude d'avoir des réponses extrêmement rapides, une compréhension immédiate, et autant des fois à l'écrit on peut comprendre le fait d'avoir 1 ou 2 secondes de décalage, ou autant à l'oral, forcément ça renforce aussi ces points-là. Ouais, c'est extrêmement pénible en effet d'avoir ce petit décalage de 1 seconde, 1 seconde et demie là, de temps de réponse finalement de la machine, et donc ouais là ça fait appel en effet à des enjeux technologiques qui sont encore bien supérieurs à ce qu'on a sur l'écrit, quoi. Je me souviens juste pour compléter ce que tu disais dans les premiers échanges, il y a bien longtemps qu'on a vu ensemble sur le sujet, un des choses qui m'avait marqué dans la compréhension un petit peu ça, c'était qu'en fait il faut complètement différencier l'interface qu'on va avoir, comme tu dis, le côté chatbot, voicebot, voilà, quelle qu'elle soit, de l'intelligence artificielle qu'on a derrière. En fait, on a vraiment un truc qui est frontal, qui est sur l'échange, mais qui est indépendant, qui est connecté, mais qui est juste une couche superficielle, et que derrière, en fait, le moteur de compréhension du langage naturel, il peut être indépendant de l'interface en quelque sorte, ou en tout cas, il n'est pas directement lié en quelque sorte. Oui, absolument, et encore plus si on rentre dans une nouvelle composante dans l'équation qui est la base de connaissances, donc finalement le savoir, qui dans le cas idéal finalement est partagé entre toutes ces modalités, ces clés d'entrée vers
vers l'IA et du coup va être délivré de manière très homogène finalement entre tous ces différents canaux. Ce qui fait qu'en fait, tu peux avoir le même travail sur la base de connaissances, le même moteur de compréhension du langage naturel, mais qui va être utilisé au final, la même chose, sur en fait sur des multiples canaux différents, que ce soit chatbot, voicebot, FAQ, etc. Et donc ce travail central, en fait, après, il peut être véhiculé. On rentre dans les approches, voilà, tout ce qui est omnicanal, etc. Mais qu'on peut avoir cette même centralisation des connaissances du moteur d'intelligence artificielle, quels que soient les canaux sur lesquels il est véhiculé. Et ce côté homogénéité des réponses, Ouais. où je vais avoir finalement la même information, quelle que soit la manière dont je contacte la marque, et qui est finalement un vecteur de confiance, parce que du coup, c'est ce qui vient finalement crédibiliser le discours de la marque. Et du coup, ça apporte beaucoup de bénéfices en termes de relations clients. Bah, merci beaucoup Alexis, c'était encore une fois très clair. Je sais pas si tu as un dernier point à ajouter. En tout cas, vous avez, pour ceux que ça intéresse, parmi les auditeurs de notre chaîne vidéo, il y a toute une série de webinars que vous partagez. Je mettrai le lien en description. Ouais, absolument. Du coup, c'est des sujets qu'on évoque régulièrement dans des webinaires avec pas mal d'experts en interne chez Inventa. Donc, il y a pas mal de matière à creuser. Donc, ces webinaires, on les retrouve du coup dans la section webinaire de notre site web, inventa.com. Et puis, on développe aussi tous ces sujets-là pas mal sur notre blog. Donc, inventa.com/blog, au travers voilà, de divers articles. Donc, c'est pareil. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, ça peut être une source d'information intéressante. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci Damien. À bientôt. À bientôt. Salut Alex. Salut.